Je suis ravie et honorée d'animer cet acte 2 du Parlement du féminin. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Marie-Aline Mélihy, présentatrice à LCI, la chaîne d'info du groupe TF1, le groupe TF1 qui, à travers TF1 Initiative, est partenaire de ce Parlement du féminin qui rassemble toutes celles et ceux qui veulent agir pour une société plus équilibrée. Alors on va évidemment continuer de parler des questions d'égalité à travers notre prochain débat, les territoires à conquérir et à partager. Et nous avons l'honneur ce soir d'avoir un membre du gouvernement, une membre du gouvernement, une ministre qui a un agenda extrêmement chargé, mais qui nous fait l'honneur de nous accorder du temps. Elle s'appelle Laura Flessel, ministre des Sports, ministre femme la plus populaire du gouvernement, escrimeuse la plus décorée de l'histoire de notre pays. Évidemment, on va accueillir une table de personnalités extrêmement fortes, des dirigeants, des dirigeantes qui se battent au sein de leur entreprise pour défendre justement l'égalité entre les femmes et entre les hommes. On va leur demander s'ils ont affronté des résistances au sein de leur entreprise, quel retour d'expérience ils ont. Et je vais les appeler un par un. Tout d'abord, Laura Flessel, que j'invite évidemment à me rejoindre sur scène et que je vous demande d'accueillir évidemment extrêmement chaleureusement. Et je vous en prie. Laura Flessel, je vous demande également d'applaudir Judith Hartmann, directrice financière d'Engie, que j'invite aussi à me rejoindre sur scène. On rappelle qu'Engie est le seul groupe du CAC par une femme. J'accueille également sur scène Cristiano Borean, membre du comité exécutif de Generali. Je vous demande également de l'applaudir. Et enfin, Michel Landel, directeur général de Sodexo. Je vous demande également de l'applaudir. Je vous invite à vous mettre juste ici. Je vais mettre avec la ministre. Merci, parce qu'il faut rappeler, je vous en prie, venez me rejoindre juste ici, évidemment que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi une affaire d'hommes. Alors, on va d'abord commencer par vous, Laura Flessel. Je sais que vous êtes très occupée et qu'ensuite vous allez prendre une voiture pour une réunion ministérielle. Vous avez lancé votre ministère en partenariat avec Marlène Schiappa, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, la conférence permanente du sport au féminin. Quelles sont donc les actions concrètes que vous allez mener pour accroître la place des femmes dans le monde du sport ? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Effectivement, par la suite, je partirai puisqu'on a rendez-vous avec le Premier ministre. Mais je vous dirais qu'effectivement, notre ministère a un axe majeur qui est le développement du sport au féminin. L'objectif, c'est de valoriser le développement de la pratique. Et à ce titre, le ministère des Sports, qui est un ministère aujourd'hui de plein exercice, va justement s'atteler à transformer de manière pragmatique par des opérations bien concrètes. L'idée, à travers cette conférence permanente pour la valorisation du sport au féminin, c'est tout simplement répondre à 3 axes. Un premier axe qui est la valorisation de la pratique au féminin. C'est la médiatisation au féminin. Un exemple, un chiffre. Il y a 4 ans, la médiatisation au féminin était de 7% dans le sport auprès des médias. Aujourd'hui, c'est à plus de 20%. L'idée, c'est par des actions concrètes, de valoriser et de travailler en co-construction avec les médias. Donc, cette conférence nous permettra de rencontrer, de travailler par des ateliers avec des spécialistes de l'économie, des spécialistes de la médiatisation, les membres du mouvement sportif. Et l'idée, c'est de valoriser la place de la femme au sein de la gouvernance du sport, au sein de la médiatisation du sport, au sein de la pratique et aussi de la haute performance. Et hier, vous n'êtes pas censé savoir que nous avons eu de très beaux exemples avec une deuxième étoile de cette équipe de France qui a porté les couleurs de la France. Voilà. Évidemment, la victoire des handballeuses françaises qui sont justement reçues à l'Elysée ce soir, pour les féliciter parce qu'elles le méritent. Elles ont rapporté ce titre de championne du monde. Comment justement vous faites pour que les sportives aient des role models, comme on dit aux États-Unis, des références dans le monde du sport ?
Et on a nos leaders aussi à nous. On a nos leaders par l'excellence, par la pratique, par le bénévolat qu'on n'oublie jamais. L'idée, c'est de valoriser en fait ces profils, ces singularités qui ont aussi en fait des messages à faire passer, je dirais, au sein de la société civile. Donc, nous avons effectivement des leaders comme Sarah Ramoun, qui est vice-championne olympique de boxe, qui est ingénieure et qui aussi développe en fait la pratique de la boxe dans les quartiers prioritaires de la ville. L'idée, c'est de valoriser, d'amener, je dirais, au pied des bâtiments en fait de la pratique. L'idée, c'est d'utiliser en fait le sport comme un levier d'intégration et de cohésion sociale. Donc, l'objectif, c'est de valoriser, de les suivre. Donc, il y a un accompagnement à avoir, un meilleur accompagnement pour que ces sportives puissent aussi avoir la parole et qu'elles puissent se retrouver au sein, je dirais, de la gouvernance aussi de nos instances. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, très en retard. Un autre exemple, une fédération qu'on connaît très très bien, comme la fédération du cyclisme, aujourd'hui, c'est 10% de la pratique au féminin. Donc forcément, on n'est pas dans une critique, on est dans une amélioration pour transformer, je dirais, cet espace qu'on a à utiliser en commun. Alors, en tant que championne d'escrime, vous avez appris ce qu'était la compétition, ce qu'étaient les victoires, les échecs. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, on a un rapport différent à la compétition par rapport à un homme, ou pas ? Alors déjà, pour revenir à votre présentation, quand vous disiez la ministre la plus connue, je vous dirais que je suis restée 40 ans dans le sport et 20 ans au haut niveau. Donc j'ai beaucoup gagné dans l'ordre et dans le désordre. On sait que la victoire est collective, mais l'échec est orpheline. Donc du coup, on se repositionne et je pense qu'on est un peu tous égaux, gérés devant l'échec. On est obligé de se remettre en question et après, force de la singularité de chacun, on rebondit plus ou moins vite. Dans le sport de haut niveau, il faut rebondir très très vite et anticiper. Donc on est toujours dans la pro-action. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, et j'aime beaucoup le thème, comme vous dites, féminin, les territoires masculin, à conquérir et à partager dans ce Parlement du féminin. Donc du coup, en fait, dans le milieu du sport, on a vraiment une co-construction pour essayer de rebondir et aller très vite et se transférer et se projeter en fait dans un futur positif. Donc l'idée, et c'est vrai qu'en l'occurrence, pendant 20 ans, j'ai pu aussi aller sur le système associatif et humanitaire et on voyait que cette co-construction, elle était là. Donc aujourd'hui, c'est un peu gérer le mot d'ordre, c'est gagnons ensemble. Vous savez qu'on parle souvent d'autocensure chez les femmes. On dit que les femmes osent moins par rapport aux hommes. Quel est le message que vous pourriez délivrer aux femmes, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde d'entreprise, pour oser justement réaliser ses rêves ? Je vous dirais, quand je suis arrivée ici à l'âge de 18 ans, on m'avait détecté, on m'a dit 7e c'est bien. Et j'ai dit et pourquoi pas la première place. Donc j'ai travaillé dans un système géré positif et performant pour aller chercher le Graal olympique. J'ai récidivé, mais j'ai aussi perdu. Et je me suis dit, ça existe, donc c'est un challenge. Et je ne le prends pas comme un échec, je le prends comme un ascenseur. Et c'est un indicateur de progrès. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ministre des Sports de plein exercice, où on travaille sur la France qui rayonne, dans la filière économie, dans la diplomatie, la France en bonne santé. On va aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires. Une France qui bouge, où on va aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires, une France en bonne santé, et là c'est 10 millions de personnes qui sont en affection longue durée aujourd'hui. Donc du coup, on va utiliser en fait gérer cette détermination pour donner une visibilité pragmatique. Et aujourd'hui, je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est de se dire on peut faillir. Sauf qu'on peut réussir, se donner le droit de réussir, et j'ai une politique de regarder plus le verre à moitié rempli, parce que je sais qu'il y a une vision collective qui sera partagée, et donc du coup notre ministère a décidé de travailler sur l'humain au cœur d'un projet sportif, que ce soit de la haute performance, que ce soit du développement du sport partout et pour tous. Merci. Donc c'est un joli challenge et vraiment c'est passionnant parce qu'on ne voit pas que 90 minutes de match de foot, c'est un écosystème positif. Merci beaucoup Laura Flessel. Et oui, parce qu'on retiendra que pour réussir, il faut oser affronter l'échec. Merci beaucoup. Alors, juste une chose. Je vous dirais, lorsqu'on m'a dit, lorsque le Premier ministre m'a dit est-ce que j'étais prête à changer de vie, ma réponse a été et pourquoi pas. Au revoir. Merci beaucoup, c'est ce qu'on retiendra.
Merci Laura Flessel de nous avoir accordé du temps. Et dans un agenda de ministre, ce n'est pas compliqué, c'est très compliqué. Merci beaucoup. On peut l'applaudir une dernière fois. Alors évidemment, dans ce combat pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a évidemment l'action en ce qui concerne le gouvernement, mais il y a aussi les acteurs, les dirigeants d'entreprises. Et je vais me tourner vers vous, Judith Hartmann, directrice financière d'Engie, qui est le seul groupe du CAC 40 à être dirigé par une femme. Vous êtes donc l'une des rares directrices financières et en plus dirigée d'un groupe dirigé par une femme. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme quand on occupe un poste aussi important? Alors, tout d'abord, merci de cette invitation et je dois excuser Isabelle Coucher qui a eu un imprévu. Donc effectivement, elle, la seule directrice générale du CAC 40, avec moi comme DG en charge de finances et de 2 régions en fait. La question, je l'ai souvent ça démontre qu'on n'a pas encore l'habitude en fait de voir des femmes dirigeantes à des endroits. Mais moi, je dis toujours 2 choses à cette question. C'est que, en fait, quand vous avez votre poste, et par exemple, autant que directrice financière, disons par exemple, vous êtes en train de préparer la réunion avec les investisseurs, c'est le même sujet en fait, hein. C'est la création de valeur que vous cherchez, c'est le même sujet si vous êtes homme, femme ou de quelle nationalité vous êtes, ça change strictement rien, vous avez un poste à faire et donc il y a certaines choses qui sont exactement pareilles. Après quand même, moi je trouve personnellement que la diversité est très importante parce que dans les entreprises déjà pour refléter en fait les employés, pour refléter aussi la base de clients, pour réfléchir à des sujets avec des angles différents, ça aide en fait à avoir une expérience différente. Vous mettez 5 personnes avec exactement le même parcours dans une salle et vont réfléchir de la même façon. Donc c'est important pour moi, si on veut vraiment travailler sur la meilleure solution, d'avoir des points de vue différents. Ça demande de temps en temps qu'on accepte une discussion plus longue, mais ça permet de vraiment réfléchir de tous les côtés et de trouver les meilleures solutions. Si je vous suis, quand vous dirigez ce groupe, vous pensez d'abord en tant que directrice, en tant que dirigeante, et non pas en tant que femme forcément? Ouais, alors je ne me lève pas le matin pour me dire que je suis une CFO femme, je me lève parce que je suis FO. Mais encore une fois, ça n'enlève pas de l'importance de la diversité parce que voilà, les vues différentes, des choses à prendre en compte. Alors je me tourne vers Michel Landel, on l'a dit, hein, l'égalité entre les femmes et les hommes, ça concerne aussi les hommes. Bonsoir, on est ravis de vous recevoir, vous êtes directeur général de Sodexo. Vous, dans votre groupe, quelles sont les mesures concrètes que vous avez mises en place justement pour une égalité professionnelle? Bonsoir, et puis merci de m'avoir invité ce soir. Je crois que quand on parle d'égalité professionnelle ou de mixité, il faut d'abord avoir une certaine humilité parce qu'il faut essayer plein de choses. On a le droit de se tromper. Ce n'est pas une science exacte et il faut se remettre en question en permanence. Cela dit, depuis des années, les entreprises travaillent sur ce sujet. Donc il y a maintenant des programmes ou des décisions qui marchent à tous les coups, si je puis dire. Il y a une recette magique. Non, il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est la détermination et surtout ne jamais laisser ce sujet déraper. Mais les grandes initiatives qu'il faut prendre, c'est d'abord, il faut investir dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources humaines et mettre de l'argent pour développer des programmes, et il faut s'y tenir. Est-ce qu'il y a des réticences, justement, quand il faut mettre de l'argent? Ensuite, il faut se remettre en question en tant que personne, parce qu'il faut apprendre ce qu'on ne sait pas de l'autre. Donc, moi, je suis un homme, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme, donc il faut que je me remette en question pour comprendre ces sujets-là. Et c'est vrai.
Et donc, mais il y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Je dirais que l'Observatoire de la mixité, hein, c'est un think tank qui a travaillé sur ce sujet. J'engage tout le monde à aller sur le site pour voir pour découvrir les six décisions qu'il faut prendre quand on est dans une entreprise pour faire avancer ce sujet-là. Je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, ce n'est jamais exhaustif. Il faut essayer et il faut ne pas avoir peur de se tromper. Voilà, c'est vraiment jusqu'à présent ce que l'on retient. Hein. Il faut oser et ne pas avoir peur de se tromper. Cristiano Boréan, vous qui êtes membre, on le rappelle, exécutif de Generali, quelles sont les mesures, vous, que vous mettez en place au sein de Generali France pour l'égalité entre les hommes et les femmes? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour mon petit accent et mon français pas parfait. J'essaierai d'être le plus clair possible. Alors, Generali France, c'est une entreprise qui, comme vous voyez, est dans l'entrepreneur d'avenir depuis longtemps. C'est la forme, c'est une chose qui est vraiment bien incernée dans notre politique. Pourquoi nous croyons en ça? D'abord, Generali est une compagnie d'assurance, pour qui ne le sait pas. Et l'assurance, c'est un métier particulier, c'est un métier long, c'est un métier qui regarde les choses sous le temps long et pas sous le temps court. Et il s'avère que les femmes, notamment sous la prise des risques, nous avons bien étudié ça grâce à un observatoire dont Generali a participé depuis 2011, s'appelle l'Observatoire des femmes dans l'assurance, qui a démontré que les femmes ont une moindre d'appétence pour la prise de risques. Et ça, sous le temps long, s'avère être aussi créateur de valeur, car dans des grosses volatilités qu'on peut se retrouver dans les marchés financiers, en général dans le monde du business, une prise de risque mesurée s'avère être aussi une stratégie qui peut être gagnante. On était intéressé aussi à comprendre pourquoi les femmes ont si les femmes, d'abord, on s'est posé une question. Si les femmes ont une attitude vis-à-vis des risques et la prise de décision différente. Alors, la première question qu'il faut se poser est la confiance. On a posé une question et 60% des femmes se sentaient confiantes en elles et 83% des hommes. Mais là, je pense qu'il faudra un peu détruire un mythe. Ce n'est pas une question de confiance avec une meilleure connaissance. Je pense qu'il y a derrière ça un raisonnement qui vient aussi pour une confiance, parfois dans les hommes, qui prennent des décisions, ils pensent d'avoir toute la rationalité derrière, mais ils prennent des décisions sous un état d'information limité. Cette forme, c'est limité, ils pensent que c'est parfaitement rationnel, mais il lui manque une dimension. Donc les femmes aussi ont cette dimension de temps long qui va nous permettre aussi de gérer un peu l'oxymore de la schizophrénie parfois des hommes qui veulent obtenir facilement un résultat et dans les court terme, et la vision long terme, qui est créatrice des valeurs dans l'assurance, et aussi tous les points que nous avons liés aussi au problème de réchauffement climatique. C'est extrêmement intéressant le point que vous soulevez, et je voudrais justement vous faire réagir, Judith Hartmann, sur ce point-là. Est-ce que vous avez le sentiment, et là je parle de votre expérience, pas des clichés que nous avons, est-ce que les femmes se mettent naturellement moins en avant que les hommes quand elles veulent un poste, quand elles veulent progresser dans l'entreprise? Bon, après, il y a toutes les statistiques dessus et qui parlent plutôt de ça. Moi, j'ai toujours un peu... j'hésite toujours de distinguer comme ça, hein, parce que je pense qu'il y a surtout aussi la personnalité qui compte. Et moi, j'aime jamais, en fait, de réfléchir aussi binaire, parce que je pense que c'est pas vrai pour hommes-femmes, ni d'ailleurs pour les nationalités. Mais c'est vrai, je pense, pour soutenir les femmes, si on connaît ces statistiques-là, qu'il y a certaines femmes qui osent moins se mettre en avant, qui posent souvent la question, est-ce que je suis capable de faire ce poste? Une fois qu'on a intégré ça, quand on a quelqu'un en face de lui pour passer un entretien, il faut le tenir en compte et peut-être tester ça, en fait. Moi, je pense quand même il faut être ouvert à ce type de réflexion, parce que c'est vrai, il y a suffisamment d'études qui le disent. Donc après, ça s'applique peut-être pas à la personne que vous avez en face. Ça, je me méfie toujours, parce qu'il y a toujours... la personne, elle peut avoir une personnalité différente, mais de l'avoir en tête, ça, c'est important, je pense.
Alors Christina ou Boréane, je vous laisse poursuivre sur ce que vous avez mis en place justement dans l'entreprise. Tout à fait. Alors, on est parti aussi d'un des constats, deux, trois constats. Generali ne part pas trop mal au niveau de la photo à aujourd'hui. Si nous partons du comité exécutif, 36% des membres du comité exécutif sont des femmes. Au sein des cadres de direction, 35% sont des femmes. On a 46% des managers et 54% des cadres. Donc, de toute façon, c'est un peu équilibré. Mais la question, c'est un peu comment on regarde ces statistiques et qu'est-ce qu'on fait derrière. Alors, d'abord, au niveau même groupe Generali, car on parle maintenant de la France, mais au sein du groupe, la situation est hétérogène. Ce n'est pas du tout comme ça. Bon, je viens d'un pays, l'Italie, qui n'a pas du tout ces statistiques. Et si on compare aussi à la France, même l'Allemagne n'a pas les mêmes statistiques. Ça crée un vrai souci en vision long terme. Je répète ça, car dans la prise de décision, c'est toujours cette mix sous le long terme qu'on cherche. C'est un oxymore permanent entre court et long. Et donc, pour faire ça, nous avons décidé de lancer un programme de diversité et inclusion au sein vraiment global, mondial. On touche des thèmes principaux, notamment on se concentre au niveau mondial sur les postes des exécutifs au top au sein du groupe, où on a un pourcentage dans les 180 exécutifs du groupe plus important, il y a 13% des femmes. Mais donc justement, pour arriver à ce chiffre qui est déjà exemplaire en France, on sait qu'on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce que dans votre procédure de recrutement, le fait que vous ayez en face de vous un candidat ou une candidate, ça compte? Est-ce que le critère femme, ça compte pour vous? Alors, oui. On suit de façon très attentive entre les entrées et les sorties le pourcentage, car c'est très facile de dire qu'on a pas mal de femmes au sein des cadres de direction, mais c'est quand il y a des mouvements qu'il faut être très attentif à respecter cet équilibre. Donc, par rapport à ça, on essaye de le faire. On a aussi regardé une chose sur laquelle on a lancé déjà une formation au sein des RH, mais on est parti des constats très intéressants qui sortent par des études aux États-Unis à l'université d'Harvard. Ils avaient pris un CV, dit-on en français Madame Dupont et Monsieur Dupont, les mêmes CV. Et ils ont demandé à des personnes expérimentées RH de choisir. Il s'avère que les mêmes CV, Monsieur Dupont, 80% des fois est choisi même par des femmes RH. Donc voilà, il y a un sujet. C'est-à-dire que même les femmes ont intégré des codes sexistes? Ça s'appelle biais inconscient. C'est l'inconscient. Voilà, unconscious bias. Et il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et donc, l'anonymisation doit être une étape après. Vous pensez qu'il faut des CV anonymes, qu'on ne sache pas que le candidat soit un homme ou une femme? Pour la première étape, il faut aller vers ça. On a aussi des programmes pour soutenir pas seulement les femmes en tant que telles, mais aussi les femmes qui viennent dans des endroits ils ont un accès à l'instruction plus difficile, comme certains des banlieues. Donc, on soutient toujours avec les programmes alternants aussi ça, et on y travaille. Je répète, c'est essentiel à faire ça. On a réussi. Au sein des Generali, l'une des choses que typiquement on se trouve au sein de l'assurance est qu'il y a des endroits moins business, plus représentés par des femmes, et des endroits business moins représentés par des femmes. Au sein des Generali France, ce n'est pas le cas. On a 2 femmes dans notre comité exécutif, notamment Sonia Fender, c'est Madame Épargne, donc s'occupe vraiment du business, et Madame Ndiaye qui s'occupe de la technique. Donc ce deux secteurs où typiquement il y a une prépondérance masculine. On comprend qu'il y a un travail aussi à faire sur les mentalités et puis laisser de côté les vieux réflexes. On a envie ce soir de donner évidemment la parole aux entrepreneurs et je veux accueillir sur scène Marie Beauchesne. Je vous demande de l'applaudir, qui a créé Ypsilon, une marque de mode française féministe et qui a décidé donc d'intervenir sur un thème très précis. Vous allez tout nous expliquer. Les robots viennent de Mars et les humains de Vénus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir ce soir. Effectivement, je suis là en tant qu'entrepreneur, mais avant tout aussi en tant que citoyenne. Et j'aimerais partager avec vous une expérience et une réflexion. Jusqu'il y a peu de temps, je me voyais comme quelqu'un de très cérébral, très cartésienne même, et j'en étais plutôt fière. Et il y a quelques années, j'ai commencé à prendre du recul et à me poser des questions sur ce modèle,
Alors les questions sur le sujet de la technologie, sur la neutralité de la technologie, on se la pose souvent sur un axe bien ou mal. Moi, à ce moment-là, je commençais à pas mal côtoyer le milieu des startups, de la tech, mais aussi à travailler sur les questions féministes. Et j'en suis venue à voir la question sous un autre angle, celui du genre. Ce qui m'a frappée, c'est que la technologie n'est pas neutre du tout. L'homme a créé la machine à son image, masculine. Quand on parle de technologie, on est quasi systématiquement dans les domaines de la puissance, de la performance. Et quand on parle d'intelligence, on parle d'intelligence rationnelle, cérébrale. Ça dit beaucoup de ce à quoi on accorde de l'importance. Ça se ressent aussi dans les investissements, les types de projets, le type de fondateur, le type d'indicateur de performance, encore une fois. Et à côté, tout ce qui est de l'ordre, finalement, de l'intelligence émotionnelle, intuitive, traditionnellement associée au féminin, c'est gentil, mais pas vraiment prioritaire. Résultat, on a une courbe de progrès complètement déséquilibrée. D'un côté, on a fait des avancées, des progrès sur le plan de la technologie de manière exponentielle. Et sur le plan, justement, de cette intelligence intuitive, émotionnelle, franchement, je ne sais pas trop si on stagne ou si, à force de ne pas avancer, on recule. Ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'avoir avancé à la même vitesse sur le fait de se comprendre les uns les autres, ni même de se comprendre soi-même à la même vitesse. On se retrouve avec des technos ultra puissantes, avec un potentiel ultra destructeur aussi, sans avoir nécessairement la maturité émotionnelle pour les gérer. À l'échelle collective, clairement, c'est pas durable, on va dans le mur, et à l'échelle individuelle, c'est assez ironique. Parce que finalement, si demain les machines, les robots font tout mieux que nous, ce qui est sur le plan de l'intelligence rationnelle cérébrale, notre valeur ajoutée est ailleurs. Il est déjà urgent de revaloriser ce féminin, à travers l'éducation, mais aussi dans les entreprises et à l'échelle individuelle. Et demain, il sera rationnel de s'intéresser à l'irrationnel de plus en plus. Je crois que c'est très important et pour autant, ce n'est pas facile, parce qu'on est face à des challenges, deux challenges en particulier, qui sont presque contradictoires. À savoir, il faut faire attention, éviter l'écueil de renforcer les stéréotypes de genre, qui disent les femmes sont émotionnelles, les hommes sont rationnels. On est en 2017, c'est totalement limitant et dangereux. Pour autant, admettre qu'à un instant T, ce sont avec ce système de valeurs qu'on a grandi, ce sont ces valeurs qu'on a associées au féminin et qu'il faut revaloriser. De l'autre côté, il faut que tout le monde puisse demain véhiculer justement ces valeurs de féminin. Mais si le féminin devient universel, on est face à un autre risque, celui de la récupération, celui de ce risque finalement qu'on a vu pas mal au cours des siècles. Hein. Les hommes ont eu cette fâcheuse tendance, sous prétexte de parler au nom de l'humanité, de se réapproprier les apports des femmes et du féminin. Donc ce sont des questions très vastes et encore une fois, je n'ai pas l'intention d'avoir les réponses à toutes ces questions. Je suis là avant tout en tant que citoyenne, mais je pense que c'est important de se poser cette question collectivement. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on a l'opportunité de se dire qu'il faut qu'on mette notre mode pilote automatique, notre mode femme-robot et homme-robot de côté pour revaloriser ce féminin qu'on a trop longtemps délaissé. Je crois aussi que c'est important d'aller au-delà de l'échelle individuelle, de se dire que chacun doit accepter sa part de féminin. Je sais que ce n'est pas évident pour certains. Et aussi qu'à l'échelle de l'humanité, on se dise, OK, si on est d'accord collectivement pour externaliser aux machines une partie de ce qui avant était de l'apanage du masculin, si on veut que l'avenir soit humain, il faut qu'il soit féminin. Merci. Merci beaucoup, Marie Beauchesne, pour votre intervention. Si on veut que l'avenir soit humain, il faut qu'il soit féminin. Alors n'hésitez pas au cours du débat et aussi à la fin à lever la main si vous voulez intervenir. On prendra le temps de prendre une ou deux questions. J'ai envie de vous demander, à vous qui donc, essayez dans votre entreprise de favoriser l'égalité professionnelle, quelles sont les mesures que vous avez mises en place et qui n'ont pas marché? Parce qu'on a bien compris qu'on apprend de ces échecs. Michel Landel. Vous avez le droit de réfléchir. Oui, non, mais, parce que je pense qu'on a le droit de se tromper, d'accord? En fait, ce qui ne marche pas, c'est de laisser tomber. Voilà, parce qu'en fait, c'est un combat et on est face à un changement de société qui est profond,
puisqu'on est dans un monde d'hommes, et que ce monde d'hommes, il faut le féminiser. Et toute cette richesse de diversité, il faut la construire. Donc le principal écueil de tout cela, c'est de se décourager, parce que l'enjeu est tellement vaste, que la route est longue, que c'est un chemin, et qu'il faut absolument rester extrêmement concentré sur le sujet et ne jamais laisser tomber. Voilà. Et oui. Je pense que ça, c'est le principal écueil. Le reste, on a le droit de faire des choses, de se tromper, de recommencer, de revenir en arrière, et on en fait tous. Moi, j'en ai fait plein, on en a fait plein chez Sodexo, mais on progresse parce que finalement, on fait la somme de ce qu'on fait de bien est plus importante que la somme de ce qu'on fait de mal. Voilà. Il faut de l'ambition, il faut de la volonté. Judith Hartmann, est-ce qu'il y a une mesure que vous regrettez d'avoir mis en place ? Non, je n'aurais pas dit qu'il y a une mesure que je regrette d'avoir mis en place, mais ce que je dirais par contre, c'est que ce qui ne marche pas, c'est d'avoir une personne, une femme, et penser que c'est la mixité, ou un étranger, et que ce soit de la diversité. Ça ne marche jamais. Pas de faire valoir. Et pourquoi ? Parce que tout le monde va attendre de cette personne d'être comme tous les autres. Et justement, si vous voulez profiter de ce qui apporte la mixité et la diversité, c'est d'avoir des gens avec des parcours différents. Et donc d'avoir une personne, ça ne marche jamais. Donc il faut vraiment se mettre en ordre de bataille, d'attirer des groupes entiers. Et vous allez voir que ça marche parce que la diversité ou la mixité attire aussi la mixité. C'est-à-dire, une fois que vous avez une femme à la tête d'une équipe, vous allez voir tout d'un coup, vous avez des candidats et des candidates qui veulent travailler pour une femme. Christiane Ouboréan, quelle est la mesure qui a le moins bien marché et celle qui a le plus d'impact ? Celui-là qui a moins marché, à mon avis, c'est concentrer sur des choses un petit peu trop chiffrées, même si je vous dis pas mal de chiffres avant, car c'est facile, mentir avec la statistique parfois. Donc il faut oublier pour un seconde l'objectif chiffré et aller vers l'objectif culturel. Et dans un domaine comme l'assurance, qui part des très loin, franchement. Ça, c'est une chose sur laquelle je pense qu'en partie, on s'est trompé. La chose qui était très puissante, ça, c'est ma opinion personnelle. Factuellement, on espère de pouvoir l'avoir, car on a pris une décision. C'était surtout pour créer les dirigeants de notre futur au niveau plus élevé, de fixer toujours dans les plans de sous-section, une femme là-dedans. Ça peut créer un énorme débat, si je me tourne exactement vis-à-vis de ce que vous avez dit. C'est un risque que nous allons prendre. Nous avons raisonné comme ça. Parfois, il faut regarder l'objectif plus loin, que c'est un objectif culturel, et s'imposer pour y aller, avec un peu de règles. On a débattu avant des règles des conseils d'administration, pour y aller. Donc il y a un moment, si vous voulez, de démarrage pour mettre ça, pour le faire devenir vraiment une affaire culturelle, chose qui n'est pas encore, à mon avis. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des résistances au sein de votre entreprise ? Parce que là, évidemment, aujourd'hui, on aborde cette question qui fait consensus. On sent que la société est en train de changer et nous sommes tous ensemble, on a envie que les choses avancent, mais la réalité, elle est un peu plus complexe, parfois un peu plus sombre. Donc, est-ce que vous, dans votre expérience, il y a eu des gens qui disent « Ah non, j'ai aucune envie qu'on réserve des places à des femmes, qu'on fasse de la discrimination positive pour des femmes, on en fait trop. » Voilà. À quelles difficultés vous avez été confrontés ? Évidemment qu'il y a de la résistance, parce qu'à tout changement, il y a de la résistance. Mais cela dit, comme vous le disiez tout à l'heure, à partir du moment où il y a une dynamique qui se crée et qu'on a un nombre de personnes suffisamment engagées sur le sujet qui deviennent convaincus que c'est la bonne chose à faire, eh bien on arrive à emporter et à engager de plus en plus d'équipes et de plus en plus de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut... c'est pas une science exacte, on fait des progrès et puis on régresse aussi. Donc il faut en permanence avoir la volonté de progresser. Mais oui, il y en a encore des résistances au changement. Mais bon, ça fait partie de la vie d'une entreprise.
Et vous, Judith Hartmann, en tant que femme, quand on est directrice financière d'Engie, est-ce que les hommes acceptent toujours de recevoir des ordres de la part d'une femme? Même aujourd'hui, est-ce que c'est simple? Alors moi, j'ai jamais ressenti ça comme différence en fait. Et peut-être c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut avoir une peau très épaisse et s'il y a des comportements peut-être sexistes, je me rends pas compte. Mais je pense que c'est justement un conseil à donner. Il ne faut pas passer sa journée à réfléchir comment ça va être interprété. Il faut être soi-même et oser. Cristiano Boréane. Moi, je pense que par rapport au sujet de l'importance d'avoir aussi des femmes à ce niveau décisionnel, je reviens sur les besoins de regarder les choses de façon différente. Alors, c'est vrai que la mixité, ce n'est pas donné parfois seulement par des femmes ou par des étrangers ou d'autres personnes. Mais il y a un moment, et je pose l'exemple du management qui est en train d'évoluer de façon incroyable dans ces dernières années. Le modèle managériel est en train d'évoluer et le modèle masculin est en train de changer de façon très forte. La partie émotionnelle est devenue presque prioritaire et cette dimension, c'est une dimension qui, par des raisons, je ne sais pas vous expliquer comment, mais les femmes, ils ont une capacité, c'est prouvé, à créer des équipes où il y a une prise de parole plus large, où il y a une forme de création d'équipe, de sens d'équipe plus forte. Et donc, c'est cette forme de leadership que parfois il faudra nous copier pour se mettre dans cette nouvelle démarche. Car les jeunes, pour eux, c'est plus naturel. Et donc, ils cherchent des entreprises qui ont cette structure. Et donc, c'est aussi pour les gestions de capital humain, il faut s'y mettre là. Voilà, le leadership, qu'il soit masculin ou féminin. Je voudrais ajouter une chose. Je crois qu'il faut beaucoup d'exigences sur ces sujets-là. Et il ne faut pas accepter des choses qui sont inacceptables. Et il y a des choses inacceptables qui se passent. Il y a des comportements inacceptables. Il y a des mots inacceptables. Et donc tout cela, il ne faut pas l'accepter. Il faut être extrêmement exigeant. Et en fait, les gens qui ne comprennent pas cela, ils s'excluent eux-mêmes, si vous voulez, aujourd'hui de l'entreprise moderne. Moi, je crois. Important pour la parole d'un homme, de dire qu'il faut être exigeant envers les comportements qui ne sont pas acceptables. Liberté, égalité, entrepreneuriat, c'est justement le thème qu'a choisi d'aborder Nathalie Lebas-Vautier. J'ai le plaisir de l'accueillir sur scène. Nathalie Lebas-Vautier, on peut l'applaudir. Elle a lancé la marque Equiog et Terre d'Equiog, une association qui reverse chaque année 10% de ses bénéfices pour scolariser les enfants et donc qui va intervenir sur le thème de la liberté, de l'égalité et de l'entrepreneuriat. Bonsoir. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». C'est vrai que ce n'est pas si simple d'appréhender cette philosophie lorsqu'on traverse des obstacles. Et pourtant, accepter est une grande force et pas du tout une résignation. Des moments difficiles à vivre, mais jusqu'à ce jour, je n'ai rien trouvé de plus efficace que d'accepter et d'aller de l'avant. Il y a 13 ans, j'ai fondé Equiog avec mon mari, une marque de mode éthique dans un univers vierge de toute conscience écologique et avec ce pari complètement fou de vouloir démontrer qu'une autre mode était possible, mais surtout de concilier le style, le sens, alors que c'est la seconde industrie la plus polluante au monde. 10 ans pour construire des filières écologiques dans le monde, 10 ans pour ouvrir 50 magasins en France, 10 ans pour recruter plus de 100 collaborateurs, mais 10 ans aussi pour démontrer qu'avec la force des convictions, on est capable de gravir des montagnes. Mais hélas, l'aventure s'est arrêtée pour moi très brutalement en 2015. Je me suis vue tomber de haut, j'ai touché le fond, et une période d'isolement mental m'a été nécessaire pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ma vie. Et puis j'ai dû me reconstruire, une vraie mise à nu émotionnelle. Boris Cyrulnik parle d'un merveilleux malheur. C'est cette notion de résilience qui désigne notre capacité à résister au choc, mais aussi notre capacité à rebondir.
Je suis convaincue que les obstacles de la vie n'arrivent pas totalement par hasard. Il y a forcément un sens, mais lequel ? Je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses à mes questions, mais la quête de sens ne m'a jamais quittée. Je vous dirais même que c'est mon moteur depuis ma tendre enfance. L'engagement, c'est de donner du sens à ses valeurs et ne pas avoir peur de donner au risque de perdre. Si on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'a rien compris à ce qu'est l'engagement. À vouloir aller trop vite, on perd souvent du temps et l'échec, au contraire, nous en fait gagner. Et ça permet aussi, en tout cas ça a été mon cas, de donner du sens à son existence est aussi une façon nouvelle d'explorer la vie. Alors on a toujours le choix de se focaliser sur le positif ou pas. Ce n'est pas toujours facile et je le reconnais, on est toujours seul face à ces questionnements, mais tanguer, vaciller, échouer ne signifie pas de tout devoir remettre en cause et surtout pas nos propres valeurs. Pour entreprendre, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une association, il y a une chose dont je suis sûre, et ça a été aussi l'un des moteurs qui m'a fait créer cette merveilleuse marque, c'est que sans rêve, rien n'est possible. Rêver, c'est être inspiré par quelque chose qui nous dépasse et pour lequel nous serions prêts à nous dépasser. Qui dit rêve dit engagement, qui dit engagement dit sens, qui dit sens dit performance, et qui dit performance dit transformation, mutation. Et c'est pour ça que je suis convaincue que l'entreprise est notamment le véhicule le plus puissant pour faire bouger les lignes, à condition de réconcilier les contraires, l'humain et la performance. Pour autant, les responsabilités se prennent et elles ne se donnent pas. Alors, comme je ne voulais pas renoncer à mes rêves, j'ai décidé de m'en construire un nouveau, celui de créer une start-up du Caire, faire du bien avec des vêtements cosmétiques et créer du lien avec les femmes à travers une communauté que j'ai appelée les slasheuses, qui sont des femmes entrepreneurs. Ce nouveau rêve s'appelle Marie et Marie. Les femmes me fascinent, je les admire, je sais ce que c'est que d'être une femme. On est capable de faire de grandes choses, de prendre des décisions parfois très difficiles et de les assumer. Mais nous n'osons pas, on a peur. Et en tant que femme, il faut oser se dire oui et ne rien lâcher. Il n'y a aucune limite sauf celle que l'on se donne. Enfin, je veux vous dire que tout est possible, du plus bas au plus haut, qu'il faut le vouloir de toutes ses forces, de tout son cœur, qu'il faut y croire et qu'il faut le vouloir aussi, qu'il faut se faire confiance. Et se faire confiance, c'est aussi se donner le droit à l'erreur, alors oser réussir. J'ai commencé par Nelson Mandela, je terminerai par Maya Angelou, qui était une militante américaine pour les droits civiques, qui disait une chose très juste et qui m'inspire au quotidien. Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. Bref, c'est être aligné comme un nouveau ressort, un nouvel élan favorable à notre vie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Le-Bavotier, pour ce discours très inspirant et qui m'amène justement à notre dernier tour de table. Justement, quels conseils vous pourriez donner à des femmes et à des hommes qui veulent monter leur entreprise ou à des dirigeants qui sont déjà les mains dans le cambouis, si je puis dire, pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et qui rencontrent des résistances ou qui se disent « Ah, c'est quand même compliqué ». Parce que déjà, monter une entreprise, c'est déjà prendre en soi un risque. Christiane Moréan. Alors, pour monter une entreprise, il faut prendre des risques. Il faut du courage. Le courage, c'est une caractéristique du leadership parfois. Et je pense qu'il faut avoir le courage de maintenir une vision et de dire non ou de corriger. Ce n'est pas facile. C'est très facile de tomber dans la solution courte, je répète, mais il faut se mettre dans cette démarche.
Et il faut être cohérent, il faut être persistante, il faut être insistante hein, sur ces sujets-là. Je répète, la dimension même d'entrepreneurs peut arriver seulement avec un mix, une combinaison entre une vision rationnelle et une vision, dit-on, irrationnelle, une vision plus émotionnelle. Sans une bonne mix dans l'équipe, hein, dit-on homme, femme, comme vous voulez, mais sans ces mix, l'entrepreneur ne pourra pas arriver à son résultat. Oui, il faut que les entrepreneurs comprennent que la mixité, c'est une force dans l'entreprise. Michel Landel, un conseil à donner. Je ne sais pas, c'est compliqué de donner des conseils sur ce sujet. Quand on est directeur général d'une entreprise, on peut peut-être être légitime pour donner des conseils. Je pense qu'il faut être convaincu que si on a des équipes mixtes, on sera plus performant. Voilà, c'est ça, il faut acquérir cette conviction. Et pour acquérir cette conviction, je crois qu'il faut bien se connaître et il faut apprendre à connaître les autres et avoir l'humilité de se dire qu'on ne connaît pas. Voilà, mais pour reprendre ce que vous venez de dire, et merci pour votre discours, on peut tout faire. Maintenant, il faut avoir cette confiance, mais cette confiance, on l'acquiert en se respectant et en se connaissant. Judith Hartmann. Alors, une des choses, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est moi un des messages que j'ai pour les femmes, c'est d'oser en fait, c'est de ne pas se laisser retenir par les gens qui vont dire que ça peut pas marcher ou je sais pas quoi, et de persévérer. Je pense après une réussite, tout a toujours l'air très élégant. Mais en fait, quand vous y êtes, il faut accepter que de temps en temps, ça ne veut pas marcher et que c'est pas grave. Il faut réessayer. Et donc, ça, il faut juste intégrer que le chemin va peut-être pas toujours être aussi élégant que ça et que c'est pas ça qui compte. À la fin, ce qui compte, c'est la détermination d'y croire en soi et s'entourer des gens qui croient en vous, parce qu'il y a toujours ceux qui ont une énergie négative et puis il y en a ceux qui vont vous soutenir. Il faut les trouver et s'entourer d'eux. J'imagine que l'idéal demain, c'est que vous ne soyez plus l'une des rares directrices financières et qu'il n'y ait plus qu'une femme qui dirige un groupe du CAC 40, mais qu'il y en ait plusieurs, que ça se banalise. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Sachez qu'il y a un micro qui circule parmi vous et si vous voulez intervenir, c'est le moment avant de passer à notre prochain débat. Écoutez, merci, je vous remercie et je vous demande d'applaudir les intervenants pour les actions très courageuses qu'ils mènent au quotidien. Merci à Michel Landel, directeur général de Sodexo. Merci beaucoup. Merci à Judith Hartmann, directrice financière d'Engie. Et merci à Cristiano Borean, membre exécutif de Generali. Alors, on aura retenu jusqu'à présent, même si ce n'est pas facile au quotidien, qu'il faut de l'ambition, qu'il faut de la volonté, voilà, pour oser monter une entreprise, même quand on est une femme, et même quand il y a des résistances, et il y en a encore aujourd'hui. Et justement, concernant le bonheur, les ambitions qu'on a envie d'atteindre, eh bien, on a besoin d'entendre une pensée positive, puisqu'on a bien compris que c'est le mental qui compte. Alors, je vais laisser dans quelques instants la place à deux femmes qui vont nous donner justement de l'énergie, qui vont nous donner les bons conseils pour notre prochain débat, le bonheur sans illusion. Eh bien, justement, ce titre, eh bien, il nous a été inspiré par une auteure, Malin Ridal, qui nous vient du Danemark, et je suis ravie à présent de l'accueillir sur scène. Auteure et un livre best-seller également qu'on précise, Heureux comme un Danois, qui a reçu le prix du livre optimiste de l'année. Venez me rejoindre, Malin Ridal. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à mes côtés, j'accueille avec plaisir Florence Servan-Schreiber, journaliste, auteur, qui a écrit 3 kiffs par jour et autres rituels recommandés par la science du bonheur. Merci d'être avec nous. Je vous en prie.
Alors, je vais évidemment me tourner d'abord vers vous, Malin Ridal, puisque c'est votre livre, Le bonheur sans illusion, qui inspire notre second débat de cet acte 2 du Parlement du féminin. Est-ce que nous, femmes et hommes, sommes-nous dans la quête d'un bonheur illusoire à travers le pouvoir, à travers l'argent, la célébrité ? Bah écoutez, je pense que pour le coup, il n'y a vraiment pas vraiment de genre. Dans mon livre, effectivement, je traite 5 illusions que je nomme beauté, argent, pouvoir, célébrité et le sexe, notamment depuis qu'on est tout petit, en fait, cette idée que par Disney, les dessins animés, que la belle princesse marie le beau prince, riche et puissant. Et toute cette idée est reliée après par la télévision, par le cinéma, de cette idée que plus on est belle, beau, plus on sera forcément heureux, plus on est riche, plus on a du pouvoir. La célébrité qui fait rêver, on est dans une situation aujourd'hui où que 2% des femmes dans le monde se disent belles. Vous avez... Combien ? 2%. Oh, c'est intéressant. Enfin, on aurait pu faire le test dans la salle, combien se disent belles dans la salle, mais c'est terrible et ça veut dire qu'on a créé des standards qui sont évidemment complètement absurdes, alors que si on prend cette femme qui incarne la beauté idéale, c'est-à-dire celle qui incarne les publicités, le mannequin, plusieurs universités américaines ont fait une étude qui montre que la femme mannequin est moins heureuse que la femme en moyenne. Donc cette idée-là est fausse, évidemment. La beauté, c'est une relation entre soi et soi, c'est pas ce que vous pensez de moi, c'est ce que je pense de moi et comment je le vis. L'argent, 61% des Français se disent pas avoir assez d'argent pour être tout à fait heureux. On a aujourd'hui plus de 3 millions de Français qui se trouvent dans une zone de risque de faire un burn-out en quête de pouvoir, notamment, pas que. Et puis surtout, il y a plus de 50% des jeunes entre 14 et 18 ans qui ont comme premier rêve d'être célèbres. Et quand on pose la question, pour quel talent, ils disent peu importe. Donc c'est le néant. Et puis dans la sexualité, alors c'est un peu en part, mais ça fait quand même partie de ça, c'est que c'est quand même la seule source de plaisir qui est normalement distribuée à l'égalité à tout le monde. Et même cette source-là a été pris en otage par notamment le fait que 60% des jeunes aujourd'hui apprennent le sexe sur les sites pornographiques et essayent de reproduire les scènes. Donc même ça a été pris par une espèce de quête des performances. Donc j'avais envie de mettre ça en lumière pour dire ne nous trompons pas de bataille et regardons ça avec beaucoup de lucidité. Est-ce que notre rapport au bonheur est différent en fonction de notre sexe, en tant qu'homme ou en tant que femme ? Ou pas d'ailleurs? Alors, toutes les études sont contradictoires. Voilà, donc un coup vous allez trouver une étude qui dit que oui, alors il y a une étude qui a été faite auprès de 38 000 personnes, alors on se dit c'est la plus grosse, alors celle-ci dit que les femmes sont plus heureuses, mais c'est tellement subjectif, c'est-à-dire que si on vous demande êtes-vous heureux, alors notamment dans cette étude-là, c'était est-ce que vous êtes très heureux ou pas heureux. Et à partir de là, il y a tellement de nuances possibles pour répondre à ça que c'est très difficile de sexuer le bonheur. Mais si on veut croire une étude qui a été publiée, les femmes au Pakistan seraient les femmes les plus heureuses et plus heureuses que les hommes dans le monde. Donc vous voyez, en gros, on n'a aucune idée. Non mais enfin paradoxal, je ne sais pas, peut-être qu'au Pakistan les gens sont très heureux, moi je ne connais pas très bien, mais en gros on ne sait pas très bien. Donc la notion d'être heureux ou non est relative à soi-même. C'est-à-dire, est-ce que et quel est le potentiel ou mon envie ou mon désir ou ma capacité à aller vers quelque chose qui est mieux que maintenant. Je pense qu'il n'y a que ça qui compte, dans le fond. Mais justement, Malin Ridal, vous qui avez écrit Le bonheur sans illusion, de quoi avons-nous besoin pour être heureux ? Je crois qu'on a besoin de, je rebondis sur ce que Florence dit, de se connaître. C'est une relation avec soi d'abord, et c'est d'avoir un sens à sa vie, de savoir pourquoi on se lève le matin, d'avoir un vrai sentiment d'avoir quelque chose pour lequel on se lève, des valeurs, un projet commun, un projet qui est plus grand que soi.
me semble extrêmement important. Après, je pense que le modèle dans lequel j'ai été élevée, donc le modèle danois, parle de confiance entre nous. Ça parle de la liberté d'être soi-même, donc la capacité dans la société de valoriser tous les talents. Et puis d'être dans une certaine forme de solidarité. Et l'empathie, c'est aussi un mot qui me parle beaucoup, de rentrer dans une relation avec les autres. La plus grande étude, la plus longue d'ailleurs, sur le bonheur a été réalisée par l'université de Harvard sur 75 ans, sur 375 hommes. Alors pas les femmes, mais bon, comme ça a été commencé il y a longtemps. Et la grande conclusion de cette étude, bon, ça a été largement diffusé, mais la grande conclusion de cette étude sur 75 ans, c'est que l'élément qui a le plus d'influence sur notre bonheur, ou moi je préfère parler du bien-être, mais enfin sur notre bonheur, c'est la qualité de nos relations. Point. La qualité de nos relations, c'est-à-dire... La qualité de nos relations, c'est-à-dire que la qualité de nos relations, pas que la relation, mais les relations avec ce qui nous entoure. La qualité de nos relations, donc c'est la relation humaine. Nulle part dans cette étude apparaît l'argent ou le pouvoir ou la beauté ou la célébrité. Ça ne figure tout simplement pas dans l'étude. Comme l'infirmière qui a fait des centaines d'interviews avec des gens mourants, les 5 les plus grands regrets à la fin de la vie, il n'y a personne qui dit j'aurais voulu être plus belle ou plus beau ou avoir plus de pouvoir. C'est tout simplement vrai. Alors, on va s'intéresser au modèle danois dans quelques instants. Hein. Je fais un teasing parce que je pense qu'on a beaucoup de leçons à apprendre du Danemark. Florence Schreiber, moi j'ai envie de vous poser une question sur votre théorie du kiff, des 3 kiffs par jour. Est-ce que le kiff c'est féminin et est-ce qu'on est égaux face au kiff? Quelle question. Alors déjà, je voudrais juste apporter une petite nuance à ce que c'est le bonheur. On parle de sens, le sens c'est très intimidant. Rassurez-vous, il faut aussi du plaisir et pas mal d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au-delà de ça, tout simplement d'éprouver des choses agréables. Ça fait partie de ce qui va nous faire du bien. Le plaisir a un inconvénient, c'est qu'il passe. C'est-à-dire que c'est toujours la stimulation d'un sens qui fait que ça fait du bien, et puis quand le sens n'est plus stimulé, c'est terminé. Ce qui va nous aider, en fait, à capitaliser sur notamment les plaisirs ou les actions que nous menons, ou même le sens que nous trouvons, c'est de s'arrêter une fraction de seconde et de dire, pour ça, merci. Et en fait, quand on parle de kiff, c'est ma traduction des études innombrables qui ont été faites sur la gratitude et le pouvoir que la gratitude a. Notre cerveau, par défaut, est câblé pour percevoir tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui est négatif, ça fait beaucoup de bruit, ça nous intéresse beaucoup, etc. C'est pour ça qu'on est très, notamment, captivé par tout ce qui peut être mauvais, dangereux, etc. Du coup, tout ce qui est bon fait moins de bruit dans notre cerveau. Et donc, si on a envie d'être dans une expérience plus riche d'être soi-même, il faut volontairement devenir un détecteur de bénéfices. Et ce que vous appelez la théorie des 3 kiffs, une fois de plus, moins qu'une théorie, c'est vraiment d'un exercice extrêmement pratique qui consiste à brancher son cerveau sur ce que nous avons vécu de bien, de drôle, de savoureux dans une journée. Et ce qui est fantastique avec la simplicité de cette émotion, c'est qu'en dehors d'enrichir la même expérience, qui est celle que nous aurions vue par notre biais un peu critique, comme d'habitude, en plus de ça, si nous avons ce réflexe de simplement reconnaître qu'il y a une quantité de choses qui vient de l'extérieur de nous, nous pouvons gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Donc, 7 ans d'espérance de vie si on est plus positif. Oui, arrêter de fumer, c'est 6. Donc, vous voyez, il y a quand même... Mais oui, il y a une rentabilité absolument formidable parce qu'en plus de ça, franchement, c'est la même journée, mais vous la lisez, notamment les journées atroces, parce que tout ça est fait parce que la vie est dure, ça n'est pas pour se dire il n'y a que du bien, c'est parce que les choses sont difficiles que de temps en temps on s'arrête et on se dit mais après tout dans le fond, j'ai envie de dire merci pourquoi, et à ce moment-là l'enrichissement est différent. Alors, je reprécise que si vous avez envie de poser une question, de réagir, n'hésitez pas, levez la main, il y a toujours un micro qui circule parmi vous. Par là, il y a une question? Ah, alors est-ce qu'on peut donner, un micro? Merci, on applaudit. Bravo.
On a besoin d'encouragement. Alors évidemment, moi, en tant que journaliste, je suis spécialiste des annonces de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, évidemment. mais Voilà, oui. les journalistes se concentrent aussi sur ce qui ne marche pas bien. Alors, vous nous dites, c'est important de se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans sa vie. Autre source de kiff, selon vous? Que ça? Oui. Vous en voyez d'autres? L'amour, le rire, l'accomplissement de soi, l'expression, les connexions avec les autres, bouger son corps, manger des choses qui vont nous faire du bien au lieu de pas. Très franchement, je ne vois rien, je ne connais rien personnellement de plus puissant que la lecture que nous faisons de ce qui nous arrive. Puisque, en fait, ça n'est pas ce qui nous arrive qui compte, heureusement, puisque nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive. La seule chose sur laquelle nous avons une vague sensation de pouvoir, vous savez, ce qui va beaucoup nous coûter, c'est la sensation d'impuissance. C'est d'être dans une vie ou dans une situation sur laquelle nous ne pouvons pas agir. Donc même quand on commence à parler de quelle est la sensation d'être moi-même, nous avons besoin d'avoir justement quelque chose sur lequel nous avons la main. Et ce sur quoi nous avons la main, c'est l'interprétation ou le sens dont nous parlons, qui est de trouver à quoi ça sert ce que je suis en train de vivre. À quoi ça sert? Alors dans l'immédiat, en général, si c'est pénible, c'est juste pénible, ça sert à être pénible, mais par la suite, c'est là où on se rend compte qu'à chaque fois qu'une porte s'est fermée, il y en a une autre qui s'est ouverte. C'est important ça à retenir. Alors souvent en France, alors que ce soit les Françaises ou les Français, on aime bien le bashing, on est très pessimiste. C'est beaucoup moins le cas au Danemark. Vous qui connaissez les deux pays, quelle différence vous faites? Qu'a-t-on à apprendre des Danois en France? Je explique souvent entre guillemets, ce bonheur danois, parce que le Danemark arrive depuis plus de 40 ans en tête de tous les sondages sur les gens qui vivent le plus heureux au monde. Et je parle de trois piliers. Je parle de la confiance entre citoyens, qui est le plus élevé au monde, donc il est à 78%, alors qu'en France, on parle plutôt d'un taux de confiance qui est autour de 22%. Donc c'est une société qui est une société de confiance, et ça change la manière dont on aborde l'autre. Donc on va aborder les gens avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de bienveillance. On pense que l'autre veut du bien au collectif et vous veut du bien à vous-même. Après, je parle de la liberté d'être soi-même, qui est à l'origine dans l'éducation nationale, où le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc, on va valoriser tous les talents de la même manière. Donc, on ne va pas dire à un petit garçon, une petite fille à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Il n'y a pas de survalorisation de l'intellect intellectuel, mais on va valoriser le talent créatif, sportif, musical, pour que la probabilité que l'enfant va finir par vivre sa vie et explorer son talent et se sentir valorisé dans ce rôle-là est beaucoup plus grande. Et donc, plus on est, comme on avait entendu tout à l'heure, aligné dans la vie entre ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on finit par faire dans la vie, cet alignement, pour moi, c'est même la définition d'une base de bien-être. Cette base, on le donne plutôt aux enfants au Danemark. On donne aussi des cours d'empathie à partir de l'âge de 6 ans, où on apprend aux enfants de se comprendre, de comprendre les émotions des autres et surtout les respecter. Donc l'inclusion, la solidarité. Et puis le dernier élément, c'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle du projet commun. Et là, symboliquement, le Danemark, enfin c'est pas symboliquement, mais le Danemark est le pays le plus imposé au monde. Il y a 60% d'imposition à partir des 52 000 € de revenus annuels, il y a 25% de TVA. Et vous dites que la France n'est pas la championne d'Europe de l'impôt, c'est le Danemark. C'est bon à rappeler. Et puis, vous avez 7 Danois sur 10 qui se disent contents de payer les impôts. Et donc, l'explication là-dedans, c'est tout simplement que les Danois se sentent comme faisant partie de ce projet commun. Donc, l'État-providence les concerne et ils se sentent comme faisant partie de ce projet. Contrairement à un système où certains peuvent se positionner en victime du système en disant que je n'ai pas envie, alors symboliquement, de payer les impôts parce que je suis victime du système, ou pire ou pareil, je suis juge du système, donc je juge les autres en disant qu'ils sont nuls, donc je ne paye pas non plus les impôts. Et donc, dès lors que vous avez un sentiment de jugement ou de victime, vous ne faites pas
partie de ce projet commun. Et là, je reviens sur le sens de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi. Et ces trois éléments, après je peux rebondir aussi sur ce qui relève de l'égalité, donc d'une manière générale au Danemark, l'égalité est très poussée, l'égalité d'une manière générale, mais aussi l'égalité homme-femme. Comment vous avez fait justement au Danemark justement, pour être en avance par rapport à nous sur les questions d'égalité homme-femme? J'aime parler de quelque chose qui est peut-être un peu étonnant, mais j'aime parler de la libération de l'homme. Parce qu'on a fait, il y a encore des progrès à faire sur, évidemment, la libération de la femme, nos droits, et surtout dans d'autres endroits dans le monde. Mais je pense que ce qui a marché dans le modèle danois, ou modèle scandinave, c'est que parallèlement à tout ça, on a libéré aussi l'homme pour qu'il ose et pour qu'il se sente à l'aise avec les dites valeurs féminines, exprimer ses émotions, être dans la solidarité, dire qu'il a envie de quitter le travail à 17h pour aller chercher les enfants, rester à la maison. Les congés parentaux au Danemark sont largement partagés. Donc je pense que le fait qu'on a libéré l'homme pour qu'il puisse être plus à l'aise en exprimant les valeurs féminines. C'est très intéressant cette idée. Vous pensez que en France, on est chacun, hommes et femmes, enfermés dans des clichés, dans des représentations de nous-mêmes qui nous empêchent d'avancer? Je crois que chacun d'entre nous l'est, mais il y a juste quelque chose dans le cliché, justement. On parle beaucoup des Français en disant que nous sommes extrêmement râleurs et extrêmement contre, etc. Alors, de fait, il est chez nous assez stylé d'être contre. Ça montre, en général, que nous avons réfléchi. Mais juste... Ça, ce sont des considérations collectives et statistiques. Et quand vous interrogez des Français, par exemple, sur leur niveau de bonheur ou de satisfaction globale en tant que Français, nous nous devons de répondre que ça ne va pas du tout et justement de nous opposer. Là où au Danemark, au contraire, on va prendre la responsabilité, s'inscrire dans une responsabilité collective. Mais si nous venions voir chacun d'entre vous ici, d'ailleurs on va faire un petit sondage si vous voulez bien, à main levée, qui parmi vous a envie, aspire à être plus heureux? Voilà, Ok. Alors, deuxième question, merci pour la lumière. Qui parmi vous aspire à une vie moyenne? Je vois pas de main se lever. Voilà, en fait, aucun d'entre nous, quand on nous parle individuellement, n'aspire à une vie moyenne. En se disant, je vais rencontrer un mec hyper moyen, nous allons avoir des enfants très moyens. Et franchement, dans ma vie, je voudrais embrasser une carrière hyper moyenne. Ça n'existe pas. Donc, à titre individuel, nous sommes aussi ambitieux que les Danois. Nous sommes aussi ambitieux que d'autres pays qui vont, eux, peut-être proclamer cet appétit au bonheur un peu mieux que nous. C'est juste qu'il y a justement, dans les stéréotypes, il y a quelque chose de collectif qui est de dire jamais publiquement pour nous tous, je viendrai dire que je suis heureuse, que je suis bien à ma place et que c'est celle-là que j'ai envie d'occuper parce que c'est vrai, culturel. Donc oui, il y a des stéréotypes dans lesquels nous nous inscrivons, mais c'est aussi ce qui fait le ciment d'une culture, d'une nation, d'une identité. Il se trouve que ça fait partie de la nôtre. Et personnellement, je suis très très préoccupée par ces questions de bonheur, puisque c'est là-dessus que je travaille absolument toute la journée. Mais j'adore cette partie de moi qui est alors monstrueusement parisienne, à peu près contre tout, parce que c'est ça aussi qui va créer des relations dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de mieux, mais ça veut dire aussi que ça fait un peu partie de notre folklore. Florence Servan-Schreiber, votre questionnaire a beaucoup plu, je crois. Pour revenir à ce que disait au début Malin Ridal, c'est quand même compliqué de se défaire des clichés, des pressions. Quand on est une femme, dans tous les magazines féminins, on lit partout toutes les recettes pour être la meilleure femme au foyer possible, pour être la meilleure femme d'affaires possible, pour être la meilleure amante possible, pour être la meilleure mère de famille. Comment on fait justement pour se détacher de cette pression et pour kiffer?
en étant aligné, d'abord déjà en se rendant compte de ce qui se passe autour de nous, parce que est-ce qu'on lit des articles sur être le meilleur père possible, être le meilleur homme d'affaires possible, vous voyez, enfin, être le powerman, ça n'existe pas. Donc déjà se rendre compte ça commence à venir un peu la pression aussi pour les hommes. Oui, alors c'est en fait autre chose. Et puis peu importe, je veux dire, c'est au-delà de ces clichés, la seule mission, franchement, que nous avons, les unes, mais les uns aussi, hein, les uns, les autres, les unes et les autres, c'est à l'intérieur de cette enveloppe qui est la nôtre. Elle est assez limitée. L'espace que nous occupons sur la planète est quand même assez réduite, hein, à notre enveloppe. C'est comment, à l'intérieur de cela, nous dilater au maximum. Et pour se dilater à l'intérieur de cette structure-là, oui, vous voyez, c'est se dilater à l'intérieur, c'est de prendre la place qui est la nôtre, alors évidemment en rayonnant au-delà de qui nous sommes lorsque nous le pouvons, et c'est quand même ça notre envie, c'est ça qui nous connecte aux autres, mais la seule mission que nous avons, c'est celle-là, c'est celle dont vous parliez, de la capacité à ce que chaque individu puisse exprimer ses talents, qu'on les reconnaisse, qu'on les valorise, qu'on les soutienne, qu'on essaye maintenant d'élever des enfants, la parentalité positive. Ça, vous avez entendu parler de ça. Ça, c'est... alors, bonne chance. Hein. Moi, je suis contente. J'ai élevé mes enfants avant, donc j'ai pu faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Mais il y a quand même de ça dans l'idée, c'est comment est-ce que chacun prend sa place. Et mieux nous sommes centrés, plus nous sommes utiles aux autres. C'est toujours ça la démarche, c'est que être heureux, être plus heureux, à quoi ça sert si ce n'est à mieux jouer de la musique avec l'orchestre qui est autour de nous. Donc, au-delà des stéréotypes, chacun se débrouille. Et d'abord, oui, peut-être un petit conseil, on fait du mieux qu'on peut. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai. À méditer. Je voudrais vous faire réagir toutes les deux à une phrase de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle dit « Quand une femme brille, ce sont toutes les femmes qui brillent ». Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous estimez que la solidarité entre femmes est suffisante? Malène Ridal. Ça dépend d'une certaine manière de quoi elle brille. Je dirais que avoir des femmes exemplaires ou des exemples de femmes qui brillent par la solidarité, l'empathie, par un parcours incroyable, les femmes qu'on a vues tout à l'heure, oui, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a un danger qu'on voit de temps en temps, c'est les femmes au pouvoir, au masculin. Et là, ça peut manquer un peu même de solidarité, entre guillemets, dite féminine. Hein. Vous nous dites que certaines femmes, quand elles sont au pouvoir, elles se comportent comme des hommes? Je pense que c'est un peu en écho par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, que la femme, si elle est isolée, elle peut adopter le mode de fonctionnement du pouvoir au masculin, où c'est un peu plus dur, etc. Donc, c'est pas systématique, je dirais, mais en tout cas, moi je viens d'une société où j'ai été élevée dans une égalité parfaite. J'ai un frère qui a un an de plus, on a eu exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc. Donc je me pose pas forcément la question à la base. Et je pense que surtout, avant tout, ce qui est dans ce système, c'était pas une question de genre chez nous à la maison, c'est qu'on a été autant valorisés l'une et l'autre. C'était pas parce qu'il était un garçon et j'étais une fille, mais c'est parce qu'on a été valorisés en tant qu'être humain. Donc je le vois peut-être plutôt de cette façon-là. Florence Servan-Schreiber. Alors, j'aime pas beaucoup l'expression « une femme brille », parce qu'on va dire d'un homme qu'il est brillant et d'une femme qu'elle brille. Et briller a quelque chose d'assez passif, même je suis pour que nous soyons, parce que nous sommes toutes brillantes, comme les hommes sont tous brillants. Merci. Une des choses qui va en fait le plus contribuer à notre bonheur individuel, c'est notre capacité à nous réjouir des victoires des autres. Mais que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, quel que soit l'individu, plus nous sommes capables de regarder autour de nous, de voir des gens qui s'expriment, de voir des gens qui font des choses qui nous inspirent, plus nous éprouvons
à notre tour du bonheur. Donc, sans vraiment s'arrêter sur ces femmes qui brillent, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on met une lumière et ça brille, lorsque nous sommes brillants, c'est-à-dire que nous nous sommes donné la peine de faire des choses qui comptaient pour nous, et lorsque nous voyons des gens faire ça, réjouissons-nous pour eux, parce que immédiatement, y compris ça c'est un truc dans le couple, hein, je vous le dis, c'est petit secret, si on est capable de se réjouir des victoires et justement du succès, du plaisir, de la joie de son conjoint, notre niveau de bonheur augmente immédiatement. Donc je me concentrerai plutôt là-dessus. Oh, c'est bon ça, se nourrir du bonheur des autres. Alors, si vous avez une question, c'est le moment d'intervenir. Ah, je vois une question devant, si on peut donner un micro. C'est génial parce qu'on ne vous voit pas derrière, donc même si vous avez une question, il faut peut-être le dire. Il y a une discrimination par la lumière. Lumineuse, voilà. Allez-y, je vous en prie. Je reviens sur votre question que vous nous avez tous posée. Qui aspire à être heureux ? Est-ce que le fait d'aspirer à être heureux ne nous éloigne pas du présent ? Est-ce qu'être heureux tout simplement au quotidien, la quête du bonheur ne nous éloigne du bonheur en fait ? Alors, extrêmement bonne remarque. Qui aspire à être heureux tout de suite ? Voilà. Parce que vous avez raison, mais c'est juste d'avoir la notion. Quand aspirons-nous à être heureux ? En général, quand on se sent un peu moins bien. Parce que sinon, ça va. Franchement, là, nous sommes là, ça va bien. On se dit, j'aimerais bien être plus heureux. C'est vrai que de s'arrêter, et c'est tout l'enjeu de cette gratitude, de s'arrêter pour juste réaliser à quel point on est bien. Et vous savez comment on fait pour savourer ? Parce que ça, c'est une des choses que l'on peut évidemment apprendre à faire, c'est savourer plus. Quand on est bien quelque part, on se tourne vers la personne qui est à côté de soi et on lui dit, on est bien là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est du bonheur au présent. Je confirme qu'on est bien avec Malines Ridal et Florence Servan-Schreiber. Peut-être s'il y a une dernière question avant de vous laisser partir. Oui, là, un peu plus au fond, on peut tendre un micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que les femmes exercent le pouvoir au masculin, mais c'est quoi exercer le pouvoir au féminin ? Bonne question également. Non, mais je pense qu'à la base, la question, elle était un peu difficile, mais non, je disais, est-ce qu'une femme qui brille pour tout le monde, ça dépend pourquoi elle brille. Je pense que c'est pas forcément parce qu'on est femme au pouvoir que ça... au masculin, c'est peut-être plus d'individualisme, mais au féminin, je parle plus d'une certaine forme d'empathie. On parle que la femme est peut-être prédisposée à avoir plus d'empathie, d'émotion, et puis une certaine forme de solidarité à la base. Il y a aussi, je ne sais pas, mais dans notre vocabulaire, là j'aurais bien aimé avoir de la lumière aussi, j'aurais bien aimé savoir combien de femmes considèrent exercer du pouvoir. Je vois pas très bien. Oui, je pense que nous en exerçons toutes. Merci, je pense que nous en exerçons toutes. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on dit comme ça. On ne dit pas, quand on est dans l'exercice de notre vie, quand nous travaillons, quand nous réalisons ce que nous réalisons, quand nous élevons nos enfants, quand nous aimons les gens que nous aimons, nous exerçons notre pouvoir. Et donc, à notre manière. Mais déjà ça, de dire le pouvoir et les femmes, d'essayer de les mettre en opposition, c'est déjà scandaleux. Merci beaucoup. On est bien. Vous voyez, je vous dis, on est bien. Grâce à vous, merci. Merci. Malines Ridal et merci Florence Servan-Schreiber. Alors, je rappelle vos ouvrages, Malines Ridal, Heureux comme un Danois et Le bonheur sans illusion. Et je rappelle, 3 kiffs par jour, Florence Servan-Schreiber. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on a eu dans cet acte 2 des dirigeants, des chefs d'entreprise qui nous ont dit qu'il fallait oser, qu'il fallait prendre des risques, qu'il ne fallait pas avoir peur de l'échec. On a eu 2 femmes qui nous ont inspirés, qui nous ont donné les clés justement pour oser se dire qu'on est bien là et qu'on a le droit d'avoir envie de réussir. Je vais appeler 2 femmes
qui, elles, ont osé, des aventurières, des sportives. J'appelle sur scène Linda Bortoletto, aventurière, conférencière. Je vous demande de l'applaudir. Qui a été officier de l'armée de l'air avant de rejoindre la gendarmerie nationale et avant de se lancer dans des parcours d'aventure. Vous allez tout nous raconter. Et également Marie-Amélie Le Fur, championne olympique, qu'on applaudit très fort. Je n'ai même plus besoin de présenter l'une des athlètes handisport les plus décorées. 8 médailles aux Jeux paralympiques, 12 médailles mondiales. Merci d'être avec nous. Un palmarès impressionnant. Alors, je vais vous poser d'abord la même question que j'ai posée à Laura Flessel, championne olympique, ministre des Sports. Quand on est une femme, est-ce que c'est plus difficile d'affronter la compétition, d'être une sportive? Il y a les questions aussi de force physique. Comment vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez abordé? Alors, quand on s'engage dans sa voie, moi, personnellement, alors j'ai eu ces deux vies. J'ai eu d'abord cette première vie où j'ai décidé de m'engager dans l'armée. Donc j'étais officier dans l'armée de l'air et ensuite capitaine dans la gendarmerie. Donc j'ai mené cette carrière militaire pendant 10 ans. Alors évidemment, quand on parle de milieu masculin, je pense qu'on peut rarement faire plus masculin que le milieu militaire. Mais j'avais cette certitude à cette époque-là, parce qu'ensuite j'ai changé de vie. J'avais la certitude de poursuivre ma voie. Donc en fait, je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'était plus difficile en tant que femme ou est-ce que c'était moins difficile si j'avais été un homme? C'est-à-dire que c'est compliqué, il y a des obstacles, il y a des épreuves, mais on y va parce qu'on veut le faire. Et tout à l'heure, il y avait une intervenante qui parlait de l'importance du plaisir. Et ben, c'est aussi l'importance du désir et de la passion. Et à partir du moment où on est animé par cette passion, en fait, peu importe les obstacles, peu importe les limites, que ce soit des obstacles qui soient liés au genre, qui soient liés à des compétences physiques ou des compétences intellectuelles ou mentales, en fait, on y va parce qu'on y croit. On croit en soi et on croit en la voie qu'on poursuit. C'est votre sentiment, Marie-Amélie Le Fur? Vous avez été portée par vos envies, par vos ambitions? Oui, je pense que c'est vraiment la clé en fait de la réussite, c'est de ne pas se poser la question est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça va être dur. La vraie question c'est est-ce que j'en ai envie. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, d'instant qu'on a l'envie, on n'a pas forcément la réussite derrière. Il faut accepter qu'il y ait des embûches, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de l'échec. Mais ça c'est totalement différent du genre, c'est l'envie qui doit motiver le fait de s'engager dans un projet, et c'est pas plus dur de faire de la compétition. Le geste sportif est différent, le niveau sportif est différent, mais je pense que c'est aussi la beauté du milieu, c'est la beauté du sport, c'est que chaque geste va avoir sa particularité et chaque personne va gérer son parcours différemment de l'autre. Mais est-ce qu'on peut relever les mêmes défis physiques que les hommes? Oui, parce qu'on va, faut pas se, en tout cas nous dans le sport, si on se détache de la performance métrée, si on regarde la qualité du geste, si on regarde l'investissement et si on est sur les valeurs profondes du sport qui sont pas la performance en tant que telle, mais qui sont le dépassement de soi, l'abnégation, l'entraînement, l'envie, les émotions qu'on transfère. Enfin, moi personnellement, les émotions sportives, qu'elles viennent d'un sportif masculin ou qu'elles viennent d'un sportif féminin, je les reçois de la même façon parce que ce qu'on lit, c'est un geste sportif, c'est un bonheur sur un visage, c'est une émotion à l'arrivée et sur un podium. Et ça, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Alors, Linda Bortoletto, pour revenir sur votre parcours, oui, on peut l'applaudir. Vos parcours à toutes les deux sont extrêmement inspirants. Alors vous avez été capitaine de gendarmerie, vous avez été fonctionnaire à Bercy. Vous avez toujours eu envie d'avoir une vie de liberté et d'audace? Alors, liberté dans l'armée, évidemment, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Une liberté avec des contraintes. Mais disons, ouais, j'ai toujours été animée par ce goût pour l'action et pour l'aventure. Sauf que quand on a 15-16 ans, qu'on doit choisir un métier, alors le métier d'aventurière, c'était pas sur le catalogue, donc j'ai regardé ce qui s'en rapprochait le plus. Et en l'occurrence, j'ai voulu devenir pilote de chasse. C'est pour ça que j'ai intégré l'armée de l'air. Malheureusement, j'ai eu un problème, une scoliose qui m'a rendue inapte au siège éjectable, ce qui a fait que j'ai basculé en gendarmerie. Mais ce qui m'a vraiment guidée dans ce choix de métier, effectivement, c'est ce goût pour l'action, pour l'aventure, pour le mouvement. Et donc Marie-Amélie parlait de dépassement, et il y a ce goût du dépassement. C'est-à-dire que moi, quelque part, les limites, je les aime
pour pouvoir les dépasser. Et le dépassement, en fait, on parle de compétition, mais c'est d'abord par rapport à soi. Et c'est ça le réel enjeu. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a tous des limites, on a tous des peurs. Et l'enjeu, c'est de dépasser ces peurs pour exprimer son propre talent intérieur. On a tous des peurs, on a tous des limites. Et vous, Marie-Amélie Le Fur, vous avez un handicap. Comment vous avez fait pour le surmonter et pour devenir une championne ? En fait, ça a été relativement simple. C'est que très rapidement, grâce à la puissance de l'entourage, grâce aux personnes vraiment qui étaient autour de moi, je me suis posé la vraie question de est-ce que cet handicap change réellement ma vie ? Est-ce qu'il m'applique réellement des limites ? Donc moi, tout comme Linda, j'avais un rêve quand j'étais jeune, c'était de devenir sapeur-pompier professionnel. Bon, la prothèse en plastique a enlevé ce rêve également. Mais derrière, j'ai cherché en fait à me poser la vraie question, juste derrière l'accident, de savoir qu'est-ce que ça me limitait d'autre dans la vie ? Et est-ce que cet handicap me rendrait réellement malheureuse ? Et en fait, quand j'ai voulu ajouter des choses à la liste du fait de ne pas être pompier à cause de cette jambe, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. Par contre, si moi je décidais de ne pas positiver, si moi je décidais de me mettre mes propres limites, oui, cet handicap, il allait me gâcher la vie. En fait, ce n'était pas cet handicap qui me gâchait la vie en lui-même, c'est la façon dont moi j'avais le gérer. Et grâce à mon entourage, en fait, en étant positive, eux ont été dans la même dynamique et on a continué à y rêver, on a eu envie de reprendre le sport. Enfin, voilà, on ne s'est pas mis des barrières, on ne s'est pas enfermé finalement dans cette case du stéréotype du handicap. Alors peut-être par insouciance de la jeunesse, hein, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas posé les questions, je ne me suis pas mis dans les stéréotypes, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais envie de reprendre la compétition. Je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était faisable. Je me suis dit, j'ai envie de le faire. Maintenant, comment on va le mettre en œuvre ? Et puis au début, on a eu des difficultés, on les a surmontées et on a avancé. Et ça, c'est vraiment la puissance de l'entourage, la confiance des gens autour qui m'ont aidé à me reconstruire. Vous êtes impressionnante. Vraiment. On sait que votre vie a basculé après votre accident de scooter. Qu'est-ce que vous dites, peut-être à des femmes qui sont là ce soir, et des hommes également, des femmes et des hommes qui vous écoutent, qui regardent votre parcours et qui peuvent être découragés par des accidents de la vie ? Comment on se reprend en main ? Parce que là, on est dans une pensée positive, tous ensemble. Mais concrètement, au quotidien, c'est plus compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est de comprendre que la posture que l'on va adopter face à la contrainte est celle qui va nous gâcher la vie. C'est pas la contrainte en elle-même qui nous empêche d'avancer, qui va nous gâcher la vie, c'est la posture qu'on adopte. Et forcément, si on décide de s'opposer à la contrainte, de s'opposer au changement, on ne va pas avancer, on va stagner, voire même reculer, et finalement ça peut avoir un impact négatif sur soi-même et sur tous les gens qui nous entourent. Après, si l'écosystème autour est négatif, c'est très compliqué de repartir. Que dès l'instant qu'on accepte la contrainte, qu'on la regarde et qu'on se dit que de toute façon c'est pas en ayant une attitude négative qu'on pourra la convaincre et la combattre, et on la voit différemment. Donc on l'accepte, et tout simplement, s'il y a quelque chose dont la faculté dont on n'est jamais retiré, dont on n'est jamais privé face à la contrainte, c'est de rêver. Et moi, c'est généralement ce que je dis aux enfants, c'est que ce handicap, oui, il te change, il change ta façon d'interagir avec l'environnement. Par contre, il ne t'empêche pas d'avoir des rêves. Et derrière, adopte la posture de réaliser ses rêves, d'aller vers l'avant, accepte l'échec parce que ça fait partie de la construction de toi-même. Et voilà, et avance. Et vraiment, c'est cette notion de rêve. Et je pense que quelles que soient les contraintes et les changements qu'on rencontre dans la vie, voilà, faut avoir cette posture positive, cette posture lointaine, et continuer vraiment à avancer malgré les difficultés. Mais c'est dans les difficultés qu'on se construit aussi. Depuis le début de cet acte 2 du Parlement du féminin, on parle du regard des autres, on parle de la résistance. Vous, quand vous avez décidé de vous fixer des ambitions, d'être là où on ne vous attend pas, là où les hommes en général sont plus présents, quelle résistance vous avez rencontrée ? Est-ce que des gens vous ont jugé ? Comment vous avez fait face au regard des autres ? Linda Bortoletto. Alors moi, en termes de résistance... Ce qui a été le plus compliqué, c'est à l'époque où j'ai décidé de changer de vie. Donc, tout à l'heure, j'expliquais que j'ai eu une première carrière militaire qui a duré 10 années. Quand j'ai eu 28 ans, j'étais confrontée à une épreuve qui a été la mort de mon père. Et donc là, évidemment, c'était compliqué à gérer émotionnellement.
par rapport à la perte de mon père, mais c'est surtout, j'étais face à un constat d'échec qui était que toute la vie que j'avais construite, donc cette vie qui socialement était parfaite, hein, avec une situation sociale, voilà, la réussite sociale, j'étais mariée, et j'ai décidé en fait, et je me suis rendu compte finalement que je m'étais complètement plantée de voie, que finalement ces rêves d'action, d'aventure et de liberté que j'ai évoqués tout à l'heure, je m'en étais complètement éloignée, puisque le dernier poste, vous l'avez dit, j'étais au ministère des Finances à Bercy, donc j'étais bien loin de l'action et de l'aventure. Et là, c'était une autre aventure. Hein. Il n'y a pas de ministre, vous pouvez parler librement. Oui, j'étais en train d'y penser pendant que je prononçais ça. Mais voilà, c'est la liberté d'expression. Et là, en fait, j'étais face à deux choix. Soit j'agissais, et du coup, je m'exprimais pleinement et je vivais tel que je l'entendais, ou soit finalement, je renonçais à mes rêves, et finalement, je subissais ma vie, et finalement, je mourrais intérieurement, de façon symbolique. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ose et ce que Marie-Amélie disait par rapport à l'épreuve du handicap, c'est qu'à un moment, on n'a pas le choix, c'est une nécessité pour se maintenir en vie et pour vivre pleinement, pour être heureux, heureuse, et pour finalement s'exprimer tel que l'on est. Et la joie d'être, enfin pour moi, par expérience, c'est ça, c'est pouvoir s'exprimer tel que l'on est, pouvoir finalement construire un projet qui va nous correspondre. Et c'est là, c'est au fond de ses tripes, c'est au-delà de tout ce qui peut être rationnel. Et à partir de là, effectivement, quand j'ai fait ce choix donc de rupture totale, puisque j'ai démissionné, j'ai divorcé, et j'ai voulu devenir aventurière, donc créer un métier qui finalement n'existait pas sur le papier. Quand on parle des cadres et des normes, ça a été hyper compliqué parce que j'avais ma maman qui était complètement désespérée, qui disait « Ah, mais tu vas quitter ton mari, tu vas quitter ta carrière, comment tu vas gagner ta vie ?» Socialement parlant, on s'oppose à une normalité. Et là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, on parle du genre comme limite, mais il y a les cadres, il y a les normes, il y a tout ce qui nous entoure qui finalement fait qu'on se sent seul dans ses choix. Et finalement, le vrai talent dans la vie, ce que j'ai pu ressentir, c'est le talent de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et de se recentrer sur ce que l'on est intérieurement, en dépit de ce qu'on peut nous dire. Parce que souvent, en fait, on va nous donner des recommandations de prudence. Oui, mais tu ne devrais pas faire ça, parce que les gens ont peur, nos proches ont peur qu'on souffre, ont peur qu'on échoue, et du coup, ils vont projeter leur propre peur sur nous-mêmes. Est-ce que c'est bien raisonnable, surtout en tant que femme ? Exactement, et comment tu vas gagner ta vie ? Enfin, il y a plein de peurs. Alors déjà, on a les nôtres, mais en plus, on nous ajoute ces peurs. Et à ce moment-là, ça demande d'avoir une réelle confiance en soi, comme Marie-Amélie le disait, un entourage qui puisse nous entraider, qui puisse nous soutenir dans notre démarche, et de croire. En fait, c'est même plus qu'une confiance, c'est une foi en ce que l'on est, une foi aussi en la vie. Parce que la vie, quelque part, et donc je l'ai appris par rapport à ce que j'ai pu souffrir, parce que les épreuves n'arrivent jamais par hasard, et ces épreuves, si on arrive à les considérer, à les regarder avec du recul et à en tirer le positif, en fait, elles nous font grandir, elles nous font apprendre sur nous-mêmes et finalement, elles nous font avancer. Et moi, j'ai écrit sur le thème de l'audace, et l'audace, en fait, l'audace d'être ce que l'on est, finalement, c'est à travers les épreuves et les échecs qu'on va pouvoir avancer et qu'on va pouvoir finalement s'épanouir et s'élever vers ce que l'on est. Pour rebondir sur ce que vient juste de dire Linda Bortoletto, Marie-Amélie Le Fur, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui nous disent « il ne faut pas y aller, en plus tu es une femme, ça va être trop dur pour toi, c'est trop compliqué », à ceux qui aussi projettent leur peur sur vous? Je ne sais même pas si on doit leur répondre. En tout cas, par la parole. Non, la vraie question quand on se lance dans un projet qui est... Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je le vis. La vraie question que je me pose, c'est pas quel regard vont porter les gens vis-à-vis de mon projet. C'est est-ce que
dans le projet que je choisis, est-ce que je mets en danger quelqu'un? Est-ce que je mets en danger mes proches? Le regard des autres vis-à-vis de mes choix de parcours, d'un sens que je mets en danger personne, j'estime que ça ne regarde que moi. Alors oui, peut-être qu'ils ont peur que j'échoue. Oui, peut-être qu'ils sont persuadés que j'y arriverai pas parce que je suis une femme, parce que je suis en situation de handicap. Mais peu importe. Si moi, je sens encore une fois que c'est mon bonheur et que dans le choix de ce projet de vie, de ce projet que je souhaite mener, je mets personne en danger, et ben pourquoi pas pousser les portes, parce que derrière, c'est quelque chose qui peut servir les autres, qui peut permettre à d'autres personnes finalement de réaliser leurs rêves et d'aller vers l'avant. Donc moi, je me détache totalement du jugement et de ce que les autres peuvent penser. On a eu vraiment beaucoup de difficultés, notamment au début, le regard des médecins. Quand 4 mois après l'accident, vous avez envie de recourir, tout le monde vous dit que vous êtes folle. Sauf que moi, je savais que mon corps était prêt, je le sentais. Et d'avoir en fait l'aval de mes parents qui savaient que je ne me mettais pas en danger, de les avoir comme moteur, et ben, j'ai continué. Et en fait, d'avoir ce soutien dès l'âge de 15 ans, dès le début, finalement, maintenant, c'est un mode de fonctionnement que j'applique au quotidien et qui me permet d'avancer sans finalement de me poser la question du jugement des autres. Et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, la propre barrière, la plus grosse des barrières, c'est de ne pas oser faire les choses. Parce qu'on a peur, parce qu'on se dit que ce n'est pas conventionnel. Non, on ose et on verra bien le résultat. Oui, il faut lutter contre ce réflexe d'autocensure. On comprend que le mental, c'est extrêmement important pour une sportive, également pour une aventurière. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs être aventurière au quotidien ? Déjà, je pense qu'on est tous des aventuriers et des aventurières de nos vies, parce que la vie est une longue aventure et c'est sans doute la plus éprouvante aussi. Moi, concrètement, l'aventure, comment elle se manifeste, c'est-à-dire quand j'ai choisi de vivre cette vie d'aventurière, je suis attirée par les régions sauvages et isolées. Donc pendant 6 années, j'ai exploré les régions telles que la Sibérie, l'Alaska et l'Himalaya. Donc à chaque fois, pendant plusieurs mois, j'ai vécu avec des peuples. En Sibérie, avec un peuple nomade éleveur de rennes pendant plusieurs mois, des Tchouktches, c'est que des noms très simples, au Kamchatka. Ensuite, en Alaska, pareil, j'ai rencontré les peuples et dans l'Himalaya, j'ai vécu plusieurs mois avec des nonnes bouddhistes. Et en gros, l'aventure, c'est avant tout, si on devait donner une définition à l'aventure, c'est explorer l'inconnu. Donc c'est déjà, 1, avoir le courage de quitter le connu, et 2, l'audace et le courage d'aller vers cet inconnu. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'en explorant ces contrées isolées, donc il y a forcément ce lien très fort avec la nature sauvage, où finalement on revient aux sources de ce que l'on est, aux sources de l'être humain. C'est-à-dire que dans ces régions, qu'est-ce qui compte ? C'est la solidarité. C'est-à-dire que si on ne s'entraide pas, on meurt. La vie là-bas s'apparente à la survie, parce qu'on est dans des régions où la nature est à l'état pur, elle est vierge. Et on revient aussi aux sources de la communication, c'est-à-dire que souvent, on me demande comment je fais pour communiquer avec les Tchouktches, par exemple. Alors eux, ils parlent leur propre dialecte, qui est le Tchoukchi et le russe. Quand je suis arrivée là-bas, en fait, je parlais à tout casser 50 mots de russe que j'avais appris. À l'époque, je travaillais encore à Bercy, donc le soir, je rentrais et je me plongeais dans les dictionnaires franco-russes. Et en fait, on se rend compte que malgré cette barrière du langage, en fait, on arrive à communiquer avec les gens à travers le regard, les gestes. En fait, c'est une communication très, très corporelle, très instinctive. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on peut parler le même langage sans se comprendre, mais on peut parler une langue différente en se comprenant, parce qu'en fait, on va être sur un même système de valeurs. Et la valeur qui nous unissait, que ce soit en Sibérie, en Alaska ou dans l'Himalaya, le point commun que je fais dans ces régions, c'est ce retour à la nature et à ce que l'on est. Donc on est vraiment dans le partage, dans le respect de l'autre et le respect de la vie, finalement. Donc on est bien au-delà des valeurs entre guillemets, de nos sociétés actuelles qui sont liées au matérialisme, à la consommation, au pouvoir dont on parlait tout à l'heure. On est vraiment sur la vie à l'état pur, et ce qui fait que on retrouve une égalité de fait. Parce que là-bas, en fait, quand on a soif, c'est pour tout le monde pareil, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre genre, on revient à la soif, à la faim et à la survie. Linda Bortoletto, on a bien compris que vous ne vous interdisez rien.
que vous ne vous pensez pas en tant que femme, ni en tant que l'homme que vous n'êtes pas, et que vous vous fixez des objectifs. Mais on sait très bien, quand on est une femme et quand on est dans une zone un petit peu reculée, on ne prend pas les mêmes risques que quand on est un homme. Vous pouvez avoir face à vous des hommes qui n'ont pas le même rapport aux femmes. C'est un débat que nous avons en ce moment, notamment concernant les violences faites aux femmes. Justement, comment vous appréhendez ce risque-là, qui est réel ? Oui, bien sûr. Alors une femme, alors quand bien même on a développé des capacités physiques et mentales, on reste vulnérable. Étonnamment, ce qui est drôle dans les régions où je m'aventure, donc ces régions très isolées, le fait d'être une femme va induire une curiosité et une sorte de bienveillance naturelle. C'est-à-dire que, bien sûr, alors j'ai souvent en plus, quand je vadrouille sur les chemins, donc que ce soit à pied ou à vélo, quand j'explore ces régions-là, je croise beaucoup d'hommes parce qu'en fait, les femmes dans ces régions-là, souvent, elles restent à la maison avec les enfants. Et les hommes donc s'arrêtent, sont curieux de savoir ce que je fais là, pourquoi je voyage seule. Parce que pour eux, les femmes restent à la maison, donc ils comprennent que je suis une étrangère, mais naturellement, ils vont vouloir m'aider. Et après, il y a quelque chose, tout à l'heure on parlait de l'intelligence émotionnelle, donc de ces valeurs féminines qui sont liées à l'émotion, à la communication, à l'écoute. Mais en fait, ça c'est une clé que j'utilise et que j'ai développée à travers mes voyages, c'est-à-dire ce retour à l'écoute de soi, ce retour à l'intuition. Et l'intuition, en fait, finalement, c'est ces signaux du corps. L'intuition, elle se manifeste à travers notre corps, où finalement, on va détecter le moindre danger, justement, quand on se fait aborder par un homme. Pourquoi, finalement, j'irais le suivre, lui, et pas un autre ? À un moment, on est vraiment dans l'écoute de son corps, dans les sensations, où on sent, de façon très physique, très corporelle, que on doit y aller ou on ne doit pas y aller. Et finalement, c'est un sens qu'on développe et que je reviens avec ce sens développé, même à travers nos sociétés, donc qui sont beaucoup moins sauvages, entre guillemets. Faire confiance à son instinct. Faire confiance à son instinct, c'est essentiel. Et nous, en tant que femmes, quand on dit oui, les femmes, elles ont l'intuition féminine, alors c'est une capacité que tout le monde a, mais peut-être... alors pour le coup, peut-être nous, femmes, avons un avantage, on l'a davantage développé parce que nous, étant plus vulnérables, on a dû développer une capacité, on a dû développer cette capacité de façon plus accrue que les hommes parce qu'en fait, c'est un instinct de survie, tout simplement. On doit se protéger soi, on doit protéger aussi sa famille. Et c'est essentiel. Il y a un courage au féminin, Marie-Amélie Le Fur. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un courage au féminin. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que parce que j'ai eu la question l'autre jour, c'est je sais pas si c'est une notion de courage et de confiance en soi. Enfin, moi personnellement, je me suis jamais définie comme très courageuse. J'ai un gros souci de confiance en moi et pourtant ça m'a pas empêché de réussir des grands objectifs. Parce que voilà, je pense que ça revient vraiment à ce que disait Linda, dès l'instant qu'on sent qu'on peut le faire, qu'on a envie de le faire, on peut vraiment se lancer dans un projet et voilà, il faut écouter son instinct, il ne faut pas écouter forcément ses peurs et surtout il ne faut pas écouter les peurs que cette société vous impose et vous demande. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute de soi-même, de ses possibilités et ne pas se laisser enfermer par la peur de l'autre parce que voilà, elle est pas forcément très rationnelle et elle est beaucoup basée sur des préjugés, des stéréotypes. Alors, je vais vous poser une question qui a un rapport à ce que vous écrivez sur votre blog. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que votre vie est un rêve ? Ouais, c'est un rêve en construction. Donc pour expliquer un petit peu, en fait, juste derrière l'accident, voilà, on a essayé de trouver un petit leitmotiv pour repartir et on a choisi la phrase de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà, la citation n'est vraie que si elle est complète. Donc oui, ma vie est un rêve au quotidien. Oui, je suis heureuse au quotidien. Ma vie est totalement différente de celle que j'aurais pu rêver quand j'étais petite. Mais ça, c'est pas grave. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais vraiment, voilà, j'essaie chaque jour de construire ce rêve et surtout d'encourager les jeunes en situation de handicap à ne pas se priver de cette capacité de rêver, à comprendre que le regard de l'autre n'est pas forcément méchant, il est surtout interrogateur. Enfin, voilà, c'est toute une éducation qu'on essaie de faire auprès des jeunes. Mais je pense que le rêve, c'est la clé de l'évolution et la clé pour continuer à avancer.
Alors, il nous reste quelques secondes. Si vous voulez intervenir, poser une question, n'hésitez pas à faire un petit geste et on vous tendra le micro. J'ai une question encore pour vous. Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, vous vous dites, ben voilà, au quotidien, je fais tout pour que ma vie soit un rêve? Oui, complètement. À partir du moment où on vit une vie qui correspond à ce que l'on est, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'alignement, et ça, c'est essentiel. Être aligné avec ce que l'on est, alors ça implique de s'écouter, d'apprendre à s'écouter et de se connaître. Alors je pense que c'est la quête d'une vie. Hein. Et ce qu'on veut aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on voudra demain. Donc en fait, c'est un travail du quotidien, cet alignement. Se réajuster en permanence par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Et donc, moi, clairement, bien sûr, je vis encore des difficultés, des obstacles. On parle justement des obstacles en étant une femme. Bien sûr, il y en a. Mais c'est palpitant aussi, parce que c'est en se confrontant à ces obstacles qu'on apprend. Parce que sinon, si c'était trop facile, voilà, on n'apprendrait pas à se connaître, on n'apprendrait pas dans l'absolu. Et donc, et c'est pour ça, vivons nos rêves, n'ayons pas peur d'échouer, parce que c'est dans l'échec qu'on finalement va se relever, c'est dans l'échec finalement qu'on va faire preuve de persévérance et de volonté, qu'on va développer ces qualités-là. Parce que souvent, on pense qu'il y a une part d'inné ou d'acquis, ouais, mais toi, tu as toujours été courageuse, ou toi, voilà. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Rien n'est inné et rien n'est acquis non plus. Par contre, il y a des capacités qu'on peut développer et les capacités clés qui nous permettent finalement de construire nos rêves, ce sont la volonté et la persévérance. Et ces deux qualités qu'on développe notamment à travers l'échec, à travers les épreuves. Donc à partir de là, il ne faut plus avoir peur. Parce que, y compris dans les épreuves, finalement, on va en sortir plus fort pour mieux avancer et pour mieux construire nos rêves. Vivons nos rêves, c'est le conseil que l'on va retenir. Merci beaucoup, Linda Bortoletto. Merci beaucoup, Amélie Le Fur, d'avoir été avec nous pour ce dernier débat. Alors, si vous avez envie de lire les ouvrages de nos intervenants, écouter leurs conseils, n'hésitez pas à vous rendre dans la librairie qui se trouve dans le hall de notre très très beau théâtre. On va marquer une pause et ensuite on passera à l'acte 3 de ce Parlement féminin. Merci beaucoup à toutes et à tous.